bienvenue. À la rentrée, vos enfants vont peut-être commencer un nouveau sport. Football, badminton, mais ils risquent de se lasser très vite. Et si on venait à louer ces articles de sport au lieu de les acheter, ça pourrait faire réfléchir les magasins de sport. Decathlon, par exemple. Decathlon qui, d'ailleurs, a ouvert récemment un magasin à Jérusalem. Est-ce bien raisonnable de se faire livrer 4 fois par semaine? Et si on rationalisait? Géopost, plus grand réseau de distribution de colis en Europe, vise le zéro net émission. Et puis nous étions à Vivatech, temple de l'innovation. Les leaders, français notamment, Carrefour et Alstom, y étaient aussi. Tout de suite, la séquence Impact. Pour s'inscrire dans une logique d'économie circulaire et éviter le gaspillage, Decathlon Belgique a mis en place en février 2021 le projet WePlay Circular. Retour sur cette démarche innovante avec Luc Teirlinck, le fondateur de WePlay Circular chez Decathlon. Luc Teirlinck, bonjour. Bonjour Fabien. Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai que ça a l'air d'un petit sujet d'exploration mené dans un petit pays, mais ça pourrait mener à une très grande transformation, notamment dans le groupe Decathlon. Vous nous expliquez l'idée? Avec plaisir. Ce projet est né d'une énorme prise de conscience pour moi. Cette prise de conscience est la suivante, c'est qu'en entrant dans un modèle où on permettrait à nos clients d'utiliser nos produits plutôt que les acheter et devenir propriétaires, c'est valable pour Decathlon comme c'est valable pour tous les retailers qui vendent des produits sauf du consommable. En entrant dans ce genre de dynamique, on peut rentrer dans des modèles très très vertueux pour toutes les parties prenantes. Les clients, les partenaires, les retailers, la planète aussi. Pourquoi ? Parce que dans ces modèles, plus on conceptualise, fabrique et met à disposition des produits de plus en plus durables, et ce que j'entends par durable, c'est vraiment la durée de vie des produits, plus les produits seront durables, plus on va pouvoir les mettre à disposition sur des termes de plus en plus longs. Et donc, potentiellement, la rentabilité par produit comparé à une vente pourrait augmenter. Et dans ce cas, les gains de rentabilité, on pourrait les partager avec les clients en réduisant les prix et ou en ajoutant du service et de l'expérience, mais aussi avec toute la chaîne en amont pour les encourager à produire de plus en plus durable. En fait, cette prise de conscience en une phrase, qui était plus qu'une prise de conscience, une énorme claque, c'est que dans les modèles usage versus propriété, potentiellement et théoriquement, c'est irréfutable, plus les produits sont de qualité, plus les prix pourraient diminuer, mais cette fois-ci en mettant une pression positive sur la chaîne en amont au niveau écologique et au niveau social. Alors, quels sont les leviers de cette économie circulaire dans ce cas-là? Il y a la réduction de stock, ça c'est un bénéfice attendu également? En fait, les vertus de l'économie de la fonctionnalité dont je vous parlais tout à l'heure, elles sont connues de toutes celles et ceux qui se sont intéressés de près ou de loin à ces sujets. Par contre, ce qui est beaucoup moins évident, même pour celles et ceux qui s'y sont beaucoup intéressés, c'est de trouver des modèles qui ont réellement démontré cette équation vertueuse. Donc on s'est mis en mouvement sur le modèle qui semblait avoir le plus de potentiel d'impact, qui était de proposer une solution qui permettait à nos clients d'envisager de ne plus rien devoir acheter. Un forfait mensuel qui vous donne accès à absolument tout le catalogue des produits Decathlon dans ce cas-ci. Donc, admettons que je veux me lancer dans le kayak et puis le mois d'après, j'ai envie d'aller au badminton. Je n'ai pas besoin de racheter, de faire de la surconsommation. Je vais changer de matériel, vous devenez un loueur en fait. Ouais, en fait, vous pouvez, avec cette formule-là, vous pouvez utiliser absolument tout le catalogue Decathlon, aussi longtemps que vous le souhaitez, un jour, une semaine, un mois, un an. Tant que évidemment que vous payez votre abonnement mensuel. Il y a juste 2 contraintes pour le client. La première, si un produit existe dans le stock d'occasion, donc a déjà été utilisé, c'est ce produit-là qu'il utilisera. Et on demande au client de prendre soin des produits, c'est-à-dire de nous les ramener nettoyés et entretenus. Pour qu'un prototype de chaussures, justement, soit adapté, parce qu'il faut des chaussures résistantes, alors elles vont peut-être être essayées 2 mois chez un jeune, 6 mois. Comment vous faites? Est-ce que si on vient voir Decathlon pour acheter une raquette de tennis, parfois on se retrouve devant 15 modèles, vous êtes capable de nous dire, pour la planète, un matériel plus résistant, plus environmental friendly, vous êtes capable de nous aiguiller? Oui, en fait, le modèle nous invite même à aiguiller les clients vers les modèles les plus qualitatifs et les plus durables pour chaque usage, pour des raisons de performance économique et environnementale. En fait, la première phase d'exploration qu'on a menée sur ce forfait mensuel, on l'a menée sur 70 clients, et les principaux enseignements sont les suivants, c'est qu'on serait, pour moi, le plus enthousiasmant parmi les enseignements, c'est qu'on serait sur un modèle où la baisse de l'impact environnemental accompagne l'augmentation de la performance. Et comment est-ce qu'on peut traduire cette baisse d'impact environnemental en termes financiers? Eh bien, les 2 éléments qui ont plus d'impact sur la performance financière, c'est 1, les besoins en investissement en stock, et 2,
les coûts et les filières de reconditionnement et de logistique inversée. Et pour répondre précisément à votre question, comment est-ce qu'on peut baisser la baisse des besoins en renouvellement du stock? Eh bien, en allongeant la durée de vie des produits, en améliorant la réparabilité et en favorisant la réutilisation. Donc, ce sont des modèles qui nous poussent, pour des raisons de performance, à tout le temps diriger les clients vers les produits les plus qualitatifs. Alors, on Et les plus comprend que c'est durables. plutôt une phase de test, mais admettons, dans l'hypothèse que vous vous lanciez dans un abonnement, ça pourrait être, voilà, pourquoi 60 euros pour 80 euros pendant l'année, je vais pouvoir devenir client et changer Alors, d'article. les trois formules qu'on teste aujourd'hui dans une deuxième phase qui a démarré le 22 mai, il y a une formule à 25 euros par mois pour un plafond de 400, une formule à 50 euros par mois pour un plafond de 1000 et une formule à 95 euros par mois pour un plafond de 2000. Et le plafond, c'est quoi? C'est la valeur maximale des produits dont le client peut disposer au même moment chez lui. J'éclaire encore sur ça. Imaginez que vous avez l'abonnement à 50 pour 1000, vous avez pour 950 euros de matériel chez vous, des vélos, des raquettes, des trottinettes, peu importe. Vous voulez faire du kayak ce week-end, le kayak coûte 200 euros, 950 plus 200, vous allez dépasser votre plafond de 1000. Vous ne pouvez pas. Vous devez rapporter du matériel pour prendre le kayak, quitte à rapporter le kayak à la fin du week-end et reprendre d'autres matériels à l'envie. Beaucoup de concurrents dans le milieu du sport, des marques comme Intersport, Sport 2000, Wertheimer, Fox Sport. Quand on parle de marques internationales, vous avez de la concurrence. Mais est-ce qu'ils vous suivent? Est-ce qu'ils sont pionniers aussi en matière de responsabilité de l'entreprise? On sent bien que cette stratégie, c'est pour être plus vertueux et pour tenir compte de l'urgence climatique, être moins acteur de la surconsommation? Mais en tout cas, l'intention et la mise en mouvement dans ce projet, l'objectif principal, c'était de baisser l'impact environnemental c'était clairement ça et pas autre chose. La concurrence, je ne sais pas, mais de manière générale, ce que j'observe dans le monde du retail, c'est que plus ou moins tout le monde se met en mouvement vers des modèles moins négativement impactants comme la location ou la seconde vie. Mais des modèles comme une solution qui permet d'utiliser tout le catalogue sur tous les sports, je pense que nous sommes les seuls à... En tout cas, je précise que Decathlon avait ouvert son premier magasin en Israël en 2017 à Rishon LeZion. Depuis, 8 autres magasins ont vu le jour, d'Elat à Kiryat Ata en passant par Tel Aviv, Beersheva, Kfar Saba, Jérusalem. Et voilà, récemment, une ouverture. Et donc, les objectifs de cette opération que vous faites pour se résumer? Alors moi, si je dois résumer ça en une phrase, c'est de démontrer qu'il est possible, qu'il existe des modèles où on peut baisser l'impact environnemental en augmentant la performance et même faire un saut quantique dans la performance. Merci beaucoup, Luc Terling, d'avoir été notre invité. En tout cas, je peux vous dire que les 240 000 collaborateurs de l'entreprise qui va venir à votre place ont besoin de très bonnes tennis, peut-être de Décathlon, car ils font une course contre la montre tous les jours, parce qu'ils livrent des colis tous les jours. Tout de suite, le grand entretien avec un coup de projecteur sur Géopost du groupe La Poste. Merci à vous. Merci Fabienne. C'est un acteur de la logistique qui livre des colis grâce à 80 000 véhicules chaque jour. On le connaît parfois plus par ses marques Chronopost, DPD. Jean-Claude Sonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint pour Géopost, en charge notamment du développement durable et du marketing. Et vous êtes au comité exécutif. Alors, pour se rendre compte de ce que représente Géopost, on ne se rend pas toujours compte de l'ordre de grandeur, on va voir un petit graphique. Géopost, c'est 44% du chiffre d'affaires du groupe La Poste. Un chiffre d'affaires de 15,6 milliards d'euros en 2022. Alors c'est vrai que le Covid avait dopé le commerce en ligne. Quelle est la tendance maintenant ? Mais écoutez, la tendance, effectivement, on a connu une période assez exceptionnelle avec le Covid. Le e-commerce a boosté complètement notre activité. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui est un petit peu plus différent. On le sait, l'impact de la guerre en Ukraine joue sur la consommation, l'augmentation de l'inflation. Et finalement, on se rend compte que notre activité est un bon reflet de l'évolution du PIB. Et donc, depuis l'année dernière, on sent une légère baisse d'activité qui semble frémir sur ces dernières semaines. Alors nous restons dans un monde incertain, mais espérons que ce frémissement se concrétisera à la rentrée prochaine.
Alors c'est vrai que vous êtes présent sur tous les secteurs, vous livrez de tout. La santé, le food, l'alimentation, ça se développe bien, je crois, hein. Ça se développe bien, effectivement. C'est un des secteurs, le food, la livraison alimentaire, se développe très bien. Et ça, je pense que c'est entre guillemets, un des acquis du Covid, puisque lors des périodes de lockdown, effectivement, les gens ont pris l'habitude de commander plus de la nourriture. Et ces habitudes restent présentes aujourd'hui. Alors, vous êtes sur un marché très concentré. Je ne me rendais pas compte que les e-acheteurs, finalement, vous les connaissez bien, bien sûr, et c'est assez concentré. 48% des e-acheteurs font 85% des volumes, c'est impressionnant. Ça vous a donné des idées, je crois. On interroge tous les ans plus de 25 000 consommateurs en Europe. Et c'est ce qui nous permet d'avoir ces données-là. Et donc, pour répondre à leurs besoins, comme vous l'avez dit, c'est un marché qui est assez concentré, hein. Les acheteurs reçoivent énormément de colis par semaine. C'est toujours les mêmes qui achètent, quoi. C'est toujours les mêmes qui achètent et ils achètent beaucoup. Et donc, Et souvent. souvent. Et donc, on leur propose, là, on va tester un service bientôt à Madrid, qui va leur proposer, pour ceux qui reçoivent 5-10 colis par semaine, de consolider tous leurs colis sur une seule ou 2 livraisons qu'ils pourront déclencher sur le créneau horaire de leur choix. Donc, c'est aussi leur apporter un certain service pour éviter de recevoir Le but du jeu, moins de transport, donc moins d'émissions de CO2. Et voilà, vous l'avez parfaitement résumé. Oui, et effectivement, vos véhicules, vous avez une flotte magistrale, se mettent même à mesurer la qualité de l'air. Vous faites beaucoup pour protéger la planète. Oui, tout à fait. En tant qu'entreprise du transport, on fait un peu partie du problème puisque nous sommes un gros émetteur de CO2. Et donc, nous avons un plan de réduction très ambitieux pour réduire nos émissions de manière très drastique. Et nous utilisons également nos véhicules pour mesurer la pollution de l'air et de la restituer aux autorités locales pour qu'elles comprennent mieux comment la pollution circule sur les villes et Donc il y qu'elles a puissent plein de mettre en capteurs place. sur vos véhicules. Voilà, on a plus de 1000 véhicules dans 28 villes européennes où nous mesurons effectivement la pollution de l'air et nous restituons cette donnée aux autorités locales pour aider à construire les bonnes politiques pour combattre la pollution. L'objectif du groupe, maintenant, c'est 0 émission nette. Ça paraît ambitieux, mais enfin, vous dites d'ici 2040. Vous êtes donné de la marge, hein, vous avez le temps. Parce que l'urgence, elle est climatique. Tout à fait. Elle est maintenant. L'urgence, elle est climatique. Effectivement, il faut se donner une ambition très forte, mais c'est aussi un plan avec des étapes. Et nous avons une première étape, par exemple en 2025, qui est de livrer avec des véhicules alternatifs, c'est-à-dire qui ne sont pas émetteurs de carbone, sur les 350 plus grandes villes européennes. C'est-à-dire que 20% de la population sera livrée par nos véhicules avec des véhicules électriques, des véhicules propres en 2025. Deuxième étape, 85% de nos véhicules seront verts à 2030. Et effectivement, 2040, c'est l'étape ultime où là, nous aurons 100% de véhicules verts en livraison sur les routes. Donc, une ambition à long terme, mais un plan d'action avec des étapes qui sont bien mesurées et bien calées. C'est vrai qu'on voit passer partout dans les rues ces véhicules DPD, hein, votre autre marque, mais souvent on parle, pour les livraisons, du dernier kilomètre. Dans la métropole, on voit de plus en plus ces vélos cargo. Là, c'est vraiment un levier de développement, cette mobilité douce, mobilité urbaine. Vous, quand même, vous avez en charge des millions de tonnes de colis. Donc, est-ce que cette mobilité douce est capable d'y répondre? Oui, tout à fait. Et il faut repenser nos process. C'est ça qui est intéressant. C'est pas simplement réduire les émissions de CO2, enlever de la pollution et du trafic sur les routes. C'est aussi de revoir complètement nos process pour justement mettre en place ces solutions alternatives qui sont basées effectivement sur des cargo bikes, sur de la livraison à pied, avec des centres de livraison qui sont plus dans le centre-ville et qui sont plus proches des consommateurs. Aujourd'hui, les véhicules électriques, seulement 12% du parc. Il y a du potentiel d'accroissement. Il y a du potentiel d'accroissement et comme je vous le disais, avec des étapes, 85% des véhicules en 2030 et la totalité en 2040. Et le problème des véhicules électriques, ce n'est pas tellement les véhicules, c'est la recharge. C'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge parce qu'effectivement, nous sommes aussi tributaires des infrastructures de recharge. Donc nous en installons dans nos dépôts et c'est une équation qui est extrêmement difficile à mettre en place, mais nous investissons justement pour être en capacité de développer ces véhicules électriques sur le Je citais la part de chiffre d'affaires que représente Géopost, c'est énorme parce que vous avez recours à la croissance externe. Parlons
en développement également à l'international. Vous avez racheté City Sprint, c'est chez vous pour de bon, Scale Fast, Cool Runnings. On voit un petit graphique sur ces dernières acquisitions. Comment ça se passe, cette croissance externe? Il faut s'en attendre à un rythme continu en 2023? C'est toute l'histoire de Géopost. Géopost s'est construit sur la base d'acquisitions externes, d'abord en Europe, et puis on est sorti des frontières européennes. Donc c'est notre histoire, c'est la manière dont nous développons, à côté bien sûr de la croissance organique. Nous venons par exemple récemment d'ouvrir une nouvelle filiale DPD en Argentine. Donc ça montre bien que le mouvement est continu. Précisément, la société Aramex, avec qui vous êtes partenaire depuis longtemps, cotée à Dubaï, c'est une société importante au Moyen-Orient. Dans quel pays? Parce que, je le disais, Géopost est présent dans 49 pays. Le Moyen-Orient, c'est une zone en développement, non? C'est une zone en développement et c'est pour ça que nous avons fait le choix d'y être présent par l'intermédiaire d'une participation minoritaire dans une très belle entreprise qui est Aramex, effectivement, qui est basée à Dubaï et qui opère notamment au Moyen-Orient, dans les Émirats, en Arabie Saoudite, en Jordanie, en Égypte, en Afrique du Nord, sur l'ensemble du continent africain, également en Australie. Très très belle entreprise qui se situe aussi dans une région qui est à la croisée des économies asiatiques, européennes, américaines, et donc qui a un potentiel de croissance extrêmement fort. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait plus d'1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Et puis la Chine, ça reste une zone très importante pour l'avenir? Une zone très importante, effectivement, dans le commerce international, c'est une situation clé. Nous sommes présents au travers d'une filiale, Lenton, à Hong Kong, qui assure effectivement ce qu'on appelle du freight forwarding entre la Chine, l'Europe, les États-Unis et le Japon. Alors, le salon Vivatech, on va en parler dans un instant, vient de fermer ses portes. Le groupe La Poste montrait toutes ses innovations. Il y a vraiment un travail de modernisation. Oui, le facteur, on le voit régulièrement dans nos rues, mais le groupe La Poste, vous nous parlez de ces innovations qui amènent une messagerie du futur totalement revisitée. Tout à fait, c'est un peu notre ADN, c'est d'essayer d'anticiper les besoins des clients, qu'ils soient expéditeurs ou destinataires de colis, avec un challenge planétaire qui est quand même le réchauffement climatique. Donc ça invite aussi à revisiter un certain nombre de nos process et de nos solutions. On a par exemple présenté à Vivatech un module de livraison autonome qui est aujourd'hui opérationnel au Royaume-Uni, dans notre filiale DPD. Donc c'est aussi d'aller explorer de nouveaux territoires au travers de l'innovation. Merci beaucoup, Jean-Claude Sonnen, de nous avoir éclairé sur ce groupe qui change et pourtant qu'on connaît dans notre quotidien. La Poste ambitionne d'atteindre le zéro émission nette à horizon 2040 et vous avez beaucoup de leviers pour y arriver et ça n'empêche pas la croissance externe. Merci pour cet entretien. Merci. Et tout de suite, on parle un petit peu plus en détail de Vivatech, toujours le fil conducteur de l'innovation de cette émission. Le groupe de luxe Louis Vuitton poursuit sa progression à l'international. Il prend la 8e place dans le top 100 pour 2023. En effet, la célèbre marque au monogramme est celle qui connaît la croissance la plus rapide dans le classement Kantar Brand Z des 100 premières marques, notamment grâce à ses efforts en matière de développement durable. Exemple, la Veuve Clicquot, c'est l'une de ses filiales. Cette dernière innovation, c'est à Vivatech qu'on me l'a expliqué. Écoutez plutôt. C'est le 3D knitting, c'est vraiment du tricotage 3D que l'on a développé en partenariat avec une université londonienne. Donc l'innovation aussi, c'est qu'elle est faite en 100% de plastique recyclé, donc en fait elle est éco-responsable. Par rapport à la première qui était sortie en 2004, on a pu réussir à réduire nos impacts carbone de 96%. Et en plus d'être éco-responsable et design, elle est aussi surtout fonctionnelle. Donc en fait elle permet de garder votre bouteille au frais pendant 1 heure. Et donc elle est isotherme sans néoprène, ce qui était très important pour nous. Et toujours dans ce mouvement circulaire, elle est réutilisable. Donc en fait, vous pouvez l'enlever quand votre bouteille de champagne est finie, la garder avec vous et la réutiliser après pour une autre bouteille. Clap de fin pour Ariane, 27 ans
après la fusée européenne Ariane 5 tire sa révérence dans une difficile période de creux pour l'Europe spatiale, quasiment privée d'accès autonome à l'espace, alors que SpaceX domine le marché des lanceurs. Le CNES est d'ailleurs en train de supprimer 190 postes au centre spatial guyanais. Pourtant, Elon Musk, patron de SpaceX, avait prévenu il y a plus de 10 ans qu'il allait ringardiser le spatial européen. L'a-t-on écouté ? Il a été très écouté à Paris en tant que l'un des principaux intervenants du salon Vivatech. On en parle tout de suite dans la séquence Innovation. À Vivatech, le grand salon européen de la tech, Elon Musk, qui porte également la marque Tesla au fond baptismaux dans l'automobile, a été accueilli comme une rock star. Le président Macron a annoncé quant à lui 500 millions d'investissements pour développer l'intelligence artificielle. Le président français a réclamé que la réglementation européenne de l'IA ne bride pas l'innovation. Et quant à eux, les groupes français, ils ont brillé. Il y avait bien sûr plein de groupes internationaux également. On parle en particulier de Carrefour, qui exploite des milliards de données désormais et lance des chatbots. Nous, on a pris conscience déjà il y a quelques années chez Carrefour qu'on avait une donnée qui avait une valeur très importante et du coup on a investi parce qu'en fait la donnée brute ça suffit pas. Il faut la structurer, c'est-à-dire la ranger, la trier, l'ordonner pour être capable aussi de l'utiliser, de l'interroger, de savoir quel client a acheté quel produit, à quelle heure, de regarder l'étiquette caisse. Ça c'est un investissement important qu'on a fait pour avoir une donnée qui est qualifiée, qui est utilisable. Et aujourd'hui effectivement on est capable d'utiliser, de faire parler cette donnée, d'abord pour nos propres besoins, notamment pour personnaliser l'expérience de nos clients. Si vous allez aujourd'hui sur le site de carrefour.fr, vous avez beaucoup de solutions personnalisées, vous avez des achats fréquents, vous avez des suggestions qui correspondent aux produits que vous aimez. Et puis d'un autre côté, une autre utilisation de la donnée qui est ce qu'on appelle le retail média. Donc ça, c'est vraiment transformer la donnée en solution publicitaire. Donc on va le faire avec Publicis d'ailleurs, puisqu'on a la donnée, mais on n'a pas tout le savoir-faire publicitaire. C'est une façon aussi d'être beaucoup plus efficace pour, par exemple, une marque comme L'Oréal qui voudrait lancer un produit, qui va pouvoir utiliser la donnée de Carrefour pour en faire une publicité, mais pas n'importe quelle publicité, une publicité adaptée, personnalisée. Hop là, c'est un petit chatbot, un petit robot qui est sur notre site et qui répond à la première question de nos clients, qui est souvent d'ailleurs la question qu'on a personnellement, c'est qu'est-ce que je vais faire à dîner ce soir? J'ai 20 €, on est 6 à la maison et donc c'est du ChatGPT, c'est de l'intelligence artificielle qui connaît l'ensemble des recettes sur Internet et qui va proposer une solution à notre client et qui va s'interfacer avec Carrefour pour proposer les produits chez Carrefour qui correspondent. Des spaghettis bolognaises, on va proposer tous les produits qui permettent de faire les spaghettis bolognaises chez Carrefour. Carrefour qui fait feu de tout bois en ce moment et s'illustre dans une mobilité moderne. Mais un camion totalement autonome, il n'y en a pas encore sur les routes. Il y en a un qui tourne entre Massy et le plateau de Saclay pour faire vraiment un parcours pour desservir l'école polytechnique et puis les laboratoires et les entreprises qui sont sur le plateau de Saclay. Et ça apporte un vrai service, ça apporte des courses que les clients ont commandées sur le site e-commerce qui sont mises dans la navette. Et tous les jours, en fait, la navette fait un stop à un endroit où d'ailleurs il y a très peu de magasins. Il faut faire des kilomètres pour aller à l'hypermarché. Là, ça se pose au pied des résidences étudiantes et vous ouvrez le robot tout simplement. Ça s'ouvre d'une façon extrêmement simple et on apporte les courses. Donc c'est effectivement une innovation. Ça nous permet de comprendre en fait les tendances et de comprendre comment on apporte des nouveaux services grâce à ces technologies. Le géant de la distribution, désormais implanté en Israël, accroît sa coopération avec la Startup Nation. Écoutez plutôt. On est très en lien avec Israël, d'ailleurs, parce qu'on a lancé Carrefour Israël il y a quelques semaines. On en a profité aussi pour se rapprocher de cet écosystème tech en Israël. On a des beaux partenariats. On a 6 startups israéliennes qui aujourd'hui testent des solutions chez Carrefour. Par exemple, sur la Generative IA, AI21 Labs, qui est une très belle startup sur des solutions de Generative IA. Donc on travaille avec elles. Elles sont extrêmement contentes de travailler avec Carrefour. C'est l'accès au marché européen, à des bases de données clients qui sont très importantes. Et c'est pour nous un excellent écosystème qui a souvent encore une longueur d'avance sur les solutions technologiques. On a Westlace par exemple qui est une start-up qui travaille en fait sur la gestion des dates courtes dans les magasins, qui nous permet en fait avec de l'intelligence artificielle d'anticiper quelle est la réduction qu'on doit faire pour vendre un produit qui sera en date de limite de consommation dans 3 ou 4 jours. Et donc ça c'est une autre start-up israélienne qu'on a vue à Tel Aviv et qui nous aide à faire cette solution qui est une solution anti-gaspillage. Donc ça coche toutes les cases, c'est de la technologie mais c'est aussi de la responsabilité sociale, de l'anti-gaspi pour Carrefour. On a Iguazio qui est une start-up spécialiste dans le machine learning et donc qui nous aide là cette fois-ci profondément sur nos solutions de machine learning et de technologies assez profondes pour avoir les capacités d'intelligence artificielle chez Carrefour.
Pour acheter à Carrefour ou ailleurs, il faut pouvoir payer. Coup de projecteur sur une start-up croisée à Vivatech, oui, c'est le royaume des start-up, sur le stand de l'Escalator. C'est Handsome. On écoute Julien Delamorte, son fondateur. Il est déficient auditif, mais omniscient comme entrepreneur. On l'écoute. On s'est rendu compte que les déficients visuels en fait n'arrivaient pas à lire les informations qu'il y avait sur le terminal de paiement électronique avant de taper leur code et qu'ils étaient souvent victimes en fait de fraude ou erreurs lors d'un paiement chez un commerçant. C'est la raison pour laquelle on a créé la première carte de paiement connectée qui va permettre la vocalisation de tout ce qui est écrit sur le terminal de paiement électronique. Ainsi, un déficient visuel il va pouvoir entendre tout ce que nous on peut lire sur le TPE. Et oui, on termine notre flashback sur Vivatech avec le président d'Alstom. Le spécialiste de la mobilité et ses partenaires ont décroché le contrat de la ligne verte du métro léger de Tel Aviv auprès de la NTA. La part du contrat pour Alstom est estimée à 858 millions d'euros. Tout de suite, Henri Poupart-Lafarge, le président. On pense que l'innovation, ce sera la solution pour décarboner les transports. Le train, c'est le mode de transport le plus écologique, il faut le rendre attractif. Pour le rendre attractif, il faut le rendre fluide, il faut le rendre économique. L'innovation doit nous permettre de faire cela. Alors vous voyez autour de vous, beaucoup d'innovations digitales, bien évidemment, qui permettent de simuler les transports pour les rendre plus fluides, plus accessibles. D'innovation aussi physique dans l'imprimante 3D, d'innovation dans la maintenance, l'intelligence artificielle dans la maintenance qui nous permet d'avoir de la maintenance prédictive parce que le transport il doit fonctionner 24 heures sur 24. Donc tout est fait pour que le passager puisse avoir le voyage le plus confortable et le plus sûr possible. Beaucoup d'activités au Moyen-Orient, évidemment que ce soit dans les pays du Golfe, en Arabie Saoudite et puis en Turquie. Enfin, c'est une région qui évidemment est très importante pour nous. Voilà, c'était un petit résumé de Vivatech pour ceux qui l'ont raté. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission. Paul Cachelou, Mélanie André Zetoun, Bertrand Séguier. Merci à nos invités. Merci de votre attention. Et donc, vous pouvez courir vite avec des bonnes tennis résistantes, comme on l'a vu avec Decathlon et son approche WePlay circulaire. Et puis, vous pouvez aller loin avec un transport propre, bien sûr. Business is beautiful.